Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bonjour les amis, on espère que tout va bien, que vous avez passé une bonne journée en cette journée de mardi. Mardi 4. Hein? On n'est pas le 10. On est le 4. Normalement, tu dois dire prouvez-le. Oui. Et ben vous savez quoi, j'ai hésité. Je sais. J'ai hésité, mais le comique de répétition après c'est plus surprenant parce que il faut que je la garde un petit peu pour moi. On fait qui aujourd'hui? On fait les vraies voix. C'est déjà bien. Vous voulez pas savoir qui nous fêtons aujourd'hui? Eh ben, je vous le dirai la semaine prochaine. Voilà. En tout cas, on est ravis de vous retrouver comme tous les jours. C'est mardi avec Philippe David. On est ensemble jusqu'à 19h avec nos vraies voix. Et à partir de 19h jusqu'à 20h, on parlera emploi, vous savez, comme tous les mardis. Allez, au sommaire de cette émission, on va revenir sur cette baisse du nombre d'élèves. Le ministre de l'Éducation nationale a-t-il raison de supprimer des postes d'enseignants? Le ministre de l'Éducation nationale a annoncé donc ce matin la suppression de 1500 postes d'enseignants à la rentrée 2023. Une stratégie d'ajustement qui serait expliquée par la baisse du nombre d'élèves dans le pays entre 2022 et 2027. On va perdre 500 000 élèves, Philippe. Absolument, Cécile. Papiaille assure que moins de profs ne veut pas dire plus d'élèves par classe, mais les syndicats d'enseignants ne semblent pas convaincus. Par exemple, pour l'UNSA, il serait plus judicieux de profiter de la baisse démographique pour répondre aux besoins des élèves et du service public d'éducation. Par exemple, le sujet des profs non remplacés. Alors, est-ce que vous pensez que s'il y a moins d'élèves, il faut qu'il y ait moins de profs? Ou vous vous dites, il faut augmenter le qualitatif en baissant le nombre d'élèves par classe? Dans tous les cas de figure, un seul numéro de téléphone, le 0826 300 300. Et en ce qui concerne, est-ce qu'il a raison de baisser, en tout cas de supprimer des postes d'enseignement? Pour l'instant, c'est non à 88%. Et puis, notre coup de projecteur du jour, on va revenir sur cette flambée de violence sur fond de trafic de drogue à Marseille. Et Marseille est-elle la ville la plus dangereuse de France? C'est une question qui peut vous agacer, on peut le comprendre. Les fusillades de dimanche soir à Marseille ont fait 3 morts, dont un adolescent de 16 ans. Selon le parquet de Marseille, le contrôle territorial et la vendetta sur fond de trafic de stupéfiants seraient à l'origine de ces actes de violence extrêmes dans la ville de Marseille, Philippe. Oui, Cécile, en effet, on dénombre 14 morts depuis le début de l'année à Marseille. Un garçon de 17 ans connu pour dealer a été lynché à mort dans la cité de la Paternelle mi-février. Le corps d'un homme de 20 ans criblé de balles retrouvé sur un terrain vague fin mars. La procureure de la ville de Marseille craint que cette dynamique ne se poursuive encore dans les mois à venir. Alors, est-ce que vous pensez que Marseille est la ville la plus dangereuse de France? Est-ce que vous pensez que c'est même carrément devenu une zone de non-droit pour certains quartiers? Dans tous les cas de figure, on attend vos appels au 0826 300 300. Et cette question un peu cash, Marseille est-elle la ville la plus dangereuse de France? Vous dites oui à 56%. On vous souhaite la bienvenue. 0826 300 300, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et pour parler de tous ces sujets, entre autres, Philippe Bilger est avec nous, président de l'Institut de la Parole. Bonsoir Philippe. Bonsoir ma chère Cécile. Comment ça va Philippe? Très bien. Très heureux de vous accueillir. Comme tous les jours. Ça va. C'est bien, c'est bien. En ce moment, un état de grâce et pas de Grèce. Voilà. C'est ça. Non, elle est à côté de moi, la Grèce. Non, mais sur la carte internationale, oui, je veux dire. La Grèce, parce que moi, je fais des poèmes en grec ancien. Oui, en grec ancien. Le nouveau Pindar. Oui, c'est plutôt le nouveau Pindar. C'est ça. Arrêtez de faire le cirque. Françoise de Goua est avec nous, éditorialiste Sud Radio et LCI. Pourquoi? Parce qu'en fait, pourquoi il parle de ça? Parce qu'il est un peu jaloux. Car Philippe Bilger et moi avons une passion en commun, une de plus. Nous adorons la poésie. Et avant l'émission, nous avons commencé à réciter des vers de poésie. Évidemment, Monsieur Je sais tout ne savait pas. Donc il est vexé. Donc tu peux réciter un poème? C'est pas vrai, François, parce qu'on vous avait parlé de Rambo. Rimbaud, avec Philippe David, nous connaissez Rambo de c'est ça. Voilà, on fait de la poésie. Ça fait bien, Philippe. Ça fait mal. Oui, c'est vrai, t'as raison. Il y aurait un sens. Celui que vous venez d'entendre, c'est Christophe Madrol, Région Sud, Union et centriste et écologiste. Lui, il est Région tout à la fois. Sud. Non, t'imagines un peu son parti politique à Mazerolles. C'est vraiment le type à tous les râteliers. Je suis à peine arrivé. Déjà, je subis les agressions de Françoise de Bois. Mais non, c'est sa façon d'accueillir. Elle est généreuse, Françoise. Elle est généreuse. Non, mais c'est pas ça. Mais écoute, c'est trop long le nom de ton parti. T'es centriste, t'es à gauche, t'es à droite. La campagne, je te vois courir
rire, c'est prêt. Non, qui déforme Victor Bon, Hugo. excusez-moi, on va faire l'émission intégralement en alexandrin. Ah ouais, je suis absolument d'accord avec toi. C'est qui, Alexandrin? C'est celui qui était dans les mêmes couplets qu'Alexandra. Ouais. Ah, d'accord. Mon Dieu, j'ai envie de dire Jésus, Marie, Joseph. Voilà ce que j'ai envie de dire. Allez, Hakim est avec nous au 0826 300 300 qui nous appelle de Villeneuve-sur-Lot, dans le Lot et Garonne. Bonjour Hakim. Hakim. Bonjour. Salut Hakim. Hi, Bonjour, how are you, Hakim? I'm fine, thank you. Thank you very much. Fantastic. Because Hakim is An English teacher. Yeah. He's an Oh, c'est English pas teacher. vrai. Oh là là. Eh ouais. Eh ouais. Il y a du boulot ici. Viens, Hakim. Non. Come on, Hakim, come on. No. I'm very fine in Villeneuve-sur-Lot. Life Ouais, is okay for me. on comprend que vous êtes heureux là-bas. On Yes, comprend. without Françoise de Gouaille, you're very fine. And without Philippe David. Voilà, mais si vous voulez, Françoise, on vous l'envoie. Ah oui. Un petit chronopost. Moi, j'aime Villeneuve-sur-Lot. Hakim, vous êtes prof d'anglais, mais de quelle classe? Alors j'ai des secondes, premières, terminales. Je suis en lycée professionnel, donc c'est des jeunes qui se forment et qui veulent devenir climatiseurs, qui veulent devenir pour certains d'entre eux plombiers, électriciens. C'est tous ceux qui viennent à la maison chez vous C'est faire ça. vos Vous savez quoi? réparations. C'est un métier d'avenir parce qu'à chaque fois qu'on appelle un électricien ou un plombier, c'est 6 mois d'attente. Je peux vous assurer que c'est un métier Et d'avenir. c'est un demi-mois de salaire. Ouais. Et l'addition est plus salée que la mer Rouge. Ouais. Mais vous savez, j'ai d'anciens élèves qui gagnent mieux leur vie que moi. Ah, bah, c'est oui, souvent oui. le cas, malheureusement. Ouais, nous, nos éditorialistes, ils gagnent mieux leur vie que nous. Avec vous, c'est plus My Taylor is rich, c'est My ex-pupil is rich. C'est ça. Remarquez, c'est beau, Hakim. Vous avez des gens aussi qui C'est étaient beau de plombiers. lancer les gens dans la vie active beau, et qu'ils aient une belle situation. C'est bien. C'est génial. Oui, bon, ça l'amuse pas beaucoup ce que je viens de dire. Non, mais Hakim, il pourra nous dire, est-ce que vous sentez quand même que ça progresse? C'est vrai que les Français ont la réputation de n'aimer parler que le français, d'être absolument indigents sur le plan des langues. Je pense que peut-être la génération Erasmus a un peu changé ça. Ouais. Mais est-ce que vous sentez quand même ce désir véritablement de plus en plus important d'apprendre l'anglais, ne serait-ce que l'anglais, les bases? Alors, on va dire que moi, j'avais un jugement plutôt sévère, si vous voulez, vis-à-vis de nos élèves. Mais c'est vrai que pour avoir discuté pas mal avec des Italiens et des Espagnols, alors comme je ne parle pas l'espagnol et je ne parle pas l'italien non plus, c'est vrai que leur anglais est pas bon non plus, quoi, est pas bon non plus. Donc, mais bon, alors est-ce qu'on est les derniers en Europe? C'est générationnel, je pense, hein, parce je que crois moi, que tous les mes Latins- copains italiens parlent super bien l'anglais et les langues, mais parce qu'ils ont fait Erasmus et voilà. Je pense que c'est peut-être générationnel. Oui, ça dépend ensuite. Ouais. Bien sûr que ça va dépendre ensuite des profils, bien entendu, ça va dépendre ensuite des carrières professionnelles des uns et des autres. Moi je propose, Hakim, qu'on fasse tout en anglais. Comme ça, au moins aujourd'hui, comme ça, c'est So, réglé. let's start the show. C'est bien, comme Listen. ça je pourrais écouter. Moi aussi, mon fils. Listen, this is the song of the day. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. It's not the song, the sound of the day. On a tous la chair de poule. Martin Luther King, qui est aujourd'hui décédé depuis Qui a 55 été ans. assassiné il y a 55 ans aujourd'hui. Voilà, c'est ça, c'est l'occasion de lui rendre hommage. Et Hakim, vous restez avec nous, tout de suite le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et Philippe Bilger voulait requérir contre la fresque montant Macron en Hitler avec 49.3 à la place de la moustache. Oui, parce qu'au fond, bien sûr, cet outrage au président de la République porte atteinte à la dignité, au respect que doit inspirer sa fonction. Mais j'ai voulu aller plus loin, si vous le permettez, bien sûr. que le point de vue du procureur. Je me suis dit, aux États-Unis, par exemple, cette effigie ne serait pas interdite, en vertu de ce fameux article premier qui autorise tout.
Et en France, bizarrement, il a fallu que je réfléchisse pour que, immédiatement, ça peut être un exercice difficile pour moi parfois, pour que je comprenne pourquoi il était nécessaire d'avoir demandé l'effacement de cette fresque. Parce qu'au fond, quand on regarde, on pourrait dire que c'est une forme d'opposition politique, puisque la moustache est faite du 49-3. Et donc, il est clair que celui qui a fait cette fresque avait une visée politique. Mais en même temps, bien sûr, je conçois qu'on décide de, non pas de poursuivre, mais d'effacer, puisque ça porte atteinte à sa fonction. Et donc, je regrette qu'en France, il y ait cette manière de créer un débat qui, malheureusement, ne permet pas véritablement un dialogue, puisqu'on n'a pas d'autre choix que de condamner cette fresque. Françoise de Gois. Moi, je pense que les monstres, il faut les laisser où ils sont, c'est-à-dire aux poubelles de l'histoire. Bon, tout ce qui ramène Hitler dans le champ public et le champ visuel me dérange profondément. Je pense que c'est moche et complètement à côté de la plaque. Et que ça banalise le nazisme. Emmanuel Macron a beaucoup de défauts, mais il n'en est pas là non plus. Mais, il y a deux mais. Premièrement, les gens qui débattent et qui défendent tellement Emmanuel Macron, quand Charlie Hebdo fait sa une avec la tête de Macron guillotinée, moi ça m'a vraiment choqué, mais je suis Charlie, donc rien ne me choque. Je suis parti du principe que, de toute façon, Charlie, quand Macron a la tête complètement guillotinée, qui roule au pied de la guillotine avec cette phrase très drôle, peut-il rebondir, on n'en fait pas des tonnes. Je rajoute également que je vois la LICRA qui s'insurge, mais quand plusieurs magazines griment Jean-Luc Mélenchon en Staline, qui sur l'échelle des salopards de l'humanité n'est pas très loin d'Hitler quand même, je ne vois pas la LICRA s'insurger. C'est-à-dire qu'on peut criminaliser la gauche, estimer que Jean-Luc Mélenchon égale Staline, mais mettre Emmanuel Macron en 49-3 en Hitler, d'un seul coup, ça devient un débat national. C'est le troisième point. La Cour de cassation, en décembre dernier, a relaxé totalement un afficheur varois qui avait grimé Emmanuel Macron en Hitler, et là c'était encore plus dur parce qu'il y avait la croix gammée, en disant que la liberté d'expression n'était pas dépassée. Moi je pense que la liberté d'expression, ça me gêne, moi, de voir quelqu'un, ça me gêne, c'est pas le problème de Macron, ça me hérisse de voir Hitler revenir dans mon champ visuel. Mais où est la liberté d'expression? La Cour de cassation a jugé qu'il n'avait pas dépassé les limites la dernière fois. Olivier Madrol. Christophe Olivier Mazerolles et Christophe Madrol. Oui, on va y arriver. Olivier d'Artigol, oui. Je vais, au bout de 6 mois, je vais m'organiser. Je partage pas mal l'analyse de Françoise de Gois, et ça peut me gêner, mais je pense qu'à un moment donné, il y a deux choses. Il y a la liberté d'expression de l'artiste, et on se rappelle aussi Le Monde, qui avait publié le Nouvel Obs avec Mélenchon, avec un brassard, avec une croix nazie. Il faut se rappeler aussi. Donc il y a la question de l'artiste, et moi je suis aussi Charlie, et je considère que toutes les expressions sont possibles. Mais à un moment donné, je suis républicain, et je considère que les valeurs de la République, c'est respecter aussi les institutions. Le président de la République fait partie des institutions. Donc c'est ça qui est gênant. Quand j'ai vu ce dessin dans ma région, je me suis dit, mais comment c'est possible? Je me suis aussi renseigné par rapport à l'artiste. C'est pas le premier coup. Ce garçon est quand même entaché de certains propos antisémites. Il a quand même fait d'autres publications qui étaient quand même très gênantes, en stigmatisant la communauté juive. Donc moi, je me méfie toujours de ces artistes qui prennent leur pinceau ou leur gouache ou leur pour pouvoir avoir une expression qui est un message un peu particulier. Vous restez avec nous dans quelques instants. Félix Mathieu sera avec nous pour les 3 mots dans l'actu. Et puis le grand débat du jour, vous savez, c'est ces 1500 postes d'enseignants qui vont être supprimés suite à la baisse du nombre des élèves. Le ministre de l'Éducation nationale a-t-il raison de supprimer ces postes d'enseignants? Vous dites oui à 13%, donc imaginez que c'est un grand non. On vous attend au standard au 0826 300 300. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix. Françoise de Gois. Françoise de Gois. Vous étiez en train de parler de littérature, excusez-nous. Super. Pardon. 0826 300, notre ami Philippe Bilger est là, notre ami Françoise de Gois est là, notre ami Christophe Madrol est là. C'est vrai qu'il est dissipé, mais il fait toujours le bon élève, mais il est supra-dissipé, Philippe Bilger. Comment il balance? Il a une tête, tu lui donnerais le bon Dieu. Non, mais tu lui donnes le bon Dieu sans confession, mais la vérité.
Non, il va toi, Philippe. C'est fou. Oh, mon Dieu, Jésus, Marie-Joseph, je l'ai déjà dit tout à l'heure, que j'arrête de le dire. En tout cas, on est ravis de vous retrouver et vous pouvez bien entendu participer à cette émission au moment où vous le voulez. Le numéro de téléphone, Philippe, vous le dites si bien. 0826 300 300. Oh, j'adore, c'est magnifique. Voilà, on s'est dit avec brio. Allez tout de suite, 3 mots dans l'actu. C'est Félix Mathieu, pardon. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. Et ces 3 mots dans l'actu sont tribunal, discussion et vidéo. Donald Trump attendu au tribunal de Manhattan pour se voir signifier les charges qui pèsent sur lui. C'est une première pour un ancien président des États-Unis. Des discussions tous azimuts sur la réforme des retraites. La CFDT reçoit les autres syndicats aujourd'hui avant d'aller voir Elisabeth Borne demain, la première ministre qui recevait aujourd'hui les chefs de partis d'opposition. Et puis les suites du chantage à la vidéo. Le maire de Saint-Étienne en garde à vue cet après-midi. Les vraies voix Sud Radio. Des supporters de Donald Trump acclament son convoi à la sortie de sa résidence de Mar-a-Lago en Floride. L'ancien président des États-Unis attendu dans un peu moins de 3 heures désormais au tribunal de New York. Aucun de ses prédécesseurs n'avait vécu ça avant lui. Donald Trump accusé d'avoir acheté le silence d'une ancienne star du porno en 2016, ce qui pourrait s'assimiler à des frais de campagne non déclarés selon la justice. De quoi chauffer à blanc les supporters du milliardaire qui a déjà annoncé sa candidature pour 2024. Mais bénédiction à l'homme le plus extraordinaire qui s'est engagé pour ce pays. Que Dieu le protège, que Dieu démasque tous les criminels de New York. S'il va en prison, vous pouvez dire adieu à ce pays. S'ils essayent de le mettre en prison, ce qui ne devrait pas être le cas, vous pouvez dire adieu à l'Amérique. Voilà ce que lancent ses supporters au micro de l'agence France Presse. Et preuve que ce procès fascine mais aussi divise l'Amérique. D'autres, comme cette passante, se réjouissent de cette audience. C'est plutôt bien de montrer que personne n'est au-dessus de la loi. Trump disait qu'il pourrait tirer sur quelqu'un sur la 5e avenue sans être inquiété par la justice. Eh bien donc c'est plutôt bien de remettre en cause cet état d'esprit. Voilà ce que lance cette passante à Manhattan où le tribunal, au centre de toutes les attentions ce soir, est ceinturé de journalistes. Le juge en tout cas a décidé que les caméras ne seront pas admises dans la salle d'audience. Le silence d'une ancienne star du porno dans les comptes de campagne. Monsieur l'avocat général, vous y comprenez quelque chose par rapport au droit français ? Non, je ne suis pas un spécialiste de la nudité dans ce domaine. Mais après tout, on peut concevoir sur quoi se fonde l'argumentation juridique, puisqu'il paye le silence d'une star du porno pour éviter qu'elle révèle des choses dans le cadre de ça. Oui. On peut entendre. Ça n'est peut-être pas un raisonnement suffisamment profond, François. Non, mais vous avez raison. Dans ce que vous dites, c'est pas un problème de profondeur, c'est un problème de vengeance politique. Quand on a un pays aussi clivé, je suis pas certaine que ce soit là-dessus qu'il faille attaquer Donald Trump. C'est la faute la moins grave. Ouais, je suis d'accord. Et puis, si on commence à s'attaquer mutuellement, je pense que sur les silences achetés des stars de porno et des petits amis pour qu'elles parlent pas, je pense qu'il y a un certain nombre d'hommes politiques qui devraient, et français également, français, italiens, américains, internationaux qui devraient comparaître devant un tribunal. C'est ça qui me paraît complètement délirant. Christophe Madrol. Moi j'ai acheté personne, moi. Non, mais... je suis le procureur, j'ai acheté personne. Oui, c'est l'Amérique. Voilà, c'est l'Amérique. C'est complet. Voilà, on peut critiquer Donald Trump politiquement, et je suis pas le dernier à le critiquer sur ses propos par rapport aux femmes, sur ses propos sur le Capitole, par exemple, sur le Capitole, bien sûr. Mais par contre, je comprends pas, Félix. Il achète le silence de cette femme porno et il fait rentrer ça dans ses comptes de campagne. Non, justement, il n'a pas fait rentrer dans ses comptes de campagne. Et c'est ça le problème selon la justice. Oui. Non, c'est justement ça. Et s'il avait fait rentrer dans les comptes de campagne, ça aurait été accepté. Eh bien, à partir du moment où c'était pour défendre son image en pleine campagne, oui, parce que il comme semblerait que ça aurait dû être dans les comptes de campagne, c'est très précis en France, le maquillage, bien sûr, le costume, tout est très précis. Après, c'est quand même délirant la faudercherie des Américains qui sont capables d'avoir des millions de dollars sans limite déversés par les compagnies pour soutenir, si vous voulez, les candidatures et aller chercher des poux à Trump sur ça, alors qu'on va pas
chercher des poux à Trump sur, pour moi, le plus grave, c'est l'insurrection du Capitole. Ou à Bush pour la guerre en Irak, ou à l'époque à Johnson pour la guerre du Vietnam. Non, mais voilà, moi je suis. C'est autre chose. C'est autre chose. Il faut se déclencher sur des mensonges. Oui. Mais ça, c'est un autre... mais alors là, il n'y a plus un politique. Non, mais ça, c'est autre chose, Philippe. Non, Françoise a raison, c'est l'histoire du Capitole. Tu comprends. L'histoire. Bon, en même temps, Al Capone est tombé sur un problème de comptabilité. Mais bon. Mais il est incriminé pour des choses financières graves, Trump. Bien sûr. Voilà, c'est ça. Oui, mais ça, je suis d'accord avec vous là-dessus. Vous avez raison, Philippe. Mais coucher avec une star du porno, ça peut considérer que tu détends le mec qui est en campagne. Tu le détends à quel sens du terme, on ne sait pas. Tu le détends. Après l'avoir tendu, tu le détends. Ami poète à Sud Radio, vous êtes en direct dans les vraies voix avec Philippe Bilger, François Devois. Moi, je trouve qu'il y a des débats qui méritent d'être posés. Voilà. Et vous avez bien fait, Philippe Bilger. Voilà. On va en parler un peu plus tard. Grand spécialiste du porno, en fait, Philippe Bilger. La vérité, c'est ça, bien sûr. Mais tu as raison, parce que quand on lit certaines... Très souvent, les plages Cap-d'Agde. Il avait mal à la tête, il fallait qu'il couche avec une femme. Mais j'ai cru lire un moment un article de Jacques Chirac dans un avion qui partait... Dites donc, Philippe Bilger, je vous trouve bien loquace sur ce sujet. Ça, c'est vrai que... C'est un sujet passionnant, vous savez. Plutôt que de coucher mes pensées par écrit, je préfère les... On a compris. Mais sur Kennedy, il a absolument raison. La sexualité, il était quasiment pris à pic. Pas quasiment, il était pris à pic. J'ai envie de dire comme beaucoup de politiques. Oui, comme beaucoup de politiques, j'allais vous dire. Kennedy, c'était maladif. On était sur quelque chose de... C'est qui a piqué ? Non, rien, Autre sujet, les retraites avec discussion à l'Elysée, à Matignon et au siège de la CFDT. Oui, les syndicats se réunissaient aujourd'hui à la veille d'un rendez-vous très attendu chez la Première ministre. Pendant ce temps, les consultations politiques se poursuivent justement à Matignon pour tenter de sortir de la crise avant la 11e journée de mobilisation. Entretien à Matignon, mais aussi à l'Elysée, où une drôle de délégation est allée à la rencontre du directeur de cabinet du président de la République. Tout à l'heure, délégation composée de Fabien Roussel, de ses deux présidents de groupe communistes des deux assemblées, en compagnie d'un centriste, le président du groupe Lyot, Bertrand Plancher. En ce qui nous concerne, nous sommes partout, dans tous les rassemblements. Moi, je vous dis, c'est la première fois de ma vie que je suis allé manifester avec les organisations syndicales. Il y a toujours une première fois dans la vie. C'est peut-être la première fois dans ma vie où je vais à l'Élysée avec mes collègues communistes. Nous allons partout de façon à faire prendre conscience au président de la République qu'il faut retirer ce projet de loi. Pendant ce temps, la première ministre Elisabeth Borne rencontrait cet après-midi la chef des écologistes Marine Tondelier, puis le patron des socialistes Olivier Faure. Et puis on termine par cette mise en garde à vue du maire de Saint-Étienne. Oui, Gaël Perdriau, englué dans une affaire de chantage politique à la sextape qui secoue cette ville de Saint-Étienne depuis septembre dernier. Il a de nouveau été placé en garde à vue aujourd'hui. Le maire de Saint-Étienne est président de la métropole, élu en 2014, réélu en 2020. Il se trouve depuis 3 mois au cœur de cette enquête sur une vidéo à caractère sexuel, vidéo avec laquelle il aurait fait chanter son ex-premier adjoint pour obtenir sa loyauté forcée pendant de nombreuses années suite à sa première élection en 2014. Merci beaucoup Félix Mathieu. Vous restez avec nous dans un instant. Notre grand débat du jour, 1500 postes d'enseignants vont être supprimés à la rentrée 2023. Le ministre de l'Éducation nationale fait cette annonce suite à la baisse du nombre d'élèves. Est-ce que vous trouvez normal de supprimer ces postes d'enseignants ? Vous nous dites non à 88%. On va en parler avec nos éditorialistes du jour, bien entendu. Et vous, au 0826 300 300. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue les amis, bienvenue dans les vraies voix. On est mardi, c'est cool de vous avoir régulièrement, de 2 heures par jour en tout cas, pour vous entendre sur cette actu. Avec Philippe Bilger aujourd'hui, avec Françoise Devois, avec Christophe Madrol et bien entendu avec Philippe David. En pleine forme, vous aussi. Je vous ai rien demandé. Je vous le dis. Est-ce qu'on pourrait avoir, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez répéter le numéro de téléphone avec une voix grave? Oui. Appelez le 0826. Fais-moi la macha, tu sais, la nuit, parce que je te vois bien faire des émissions comme ça. Appelez le 0826 300 300. Pas mal. C'est ça la boîte de la nuit? Ah bah dis donc. Appelez le 0826 300 300. Non, alors là c'est vraiment la place. C'est le bar avec la bouffe. Là où vous mettez, je danse le milliard. Allez-y, Christophe Madrol.
Appelez le 0826 300 300. Allez-y. Appelez le 0826 300 300. C'est pas mal. C'est la nouvelle version de The Voice. C'est pas mal. Vous l'essayez, Philippe Bilger, vous voulez y aller? Vous me pardonnez. Mais non, il n'y a que toi, c'est toi le meilleur sur le numéro de téléphone. Il est bon, Christophe. Allez, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Il va y avoir des suppressions de postes puisque la baisse des effectifs scolaires nous oblige à ajuster la carte scolaire. Alors que notre école va mal, les fermetures de classes et de postes dans les écoles sont toujours plus nombreuses et s'accentuent d'année en année. Ce qu'il faut voir, c'est que le taux d'encadrement, c'est-à-dire le nombre d'élèves par classe, va continuer à baisser l'année prochaine dans le primaire et dans le secondaire. Nous avons bien conscience de la baisse démographique, mais utilisons cette occasion pour proposer un meilleur cadre d'enseignement dans les écoles publiques pour nos enfants. Environ 1500 suppressions de postes. Inversons cette tendance. Vous l'avez entendu, 1500 postes d'enseignants vont être supprimés à la rentrée 2023 selon le ministre de l'Éducation nationale. Une stratégie d'ajustement pour pallier à la baisse durable du nombre d'élèves dans le pays. Une politique très critiquée à l'heure où les lycées ne parviennent toujours pas à trouver des remplaçants pour les enseignants absents, Philippe. Absolument, Cécile. D'ailleurs, pour l'UNSA conseille plutôt de profiter de la baisse démographique pour répondre aux besoins des élèves et du service public d'éducation, notamment pour les enseignants non remplacés. Alors, est-ce que vous pensez qu'il faut maintenir le même nombre d'enseignants pour baisser le nombre d'élèves par classe ou pour avoir des remplaçants en temps et en heure? Ou est-ce que vous dites, baisse de la démographie, baisse du nombre d'enseignants, c'est normal, on vous attend au 0826 300 300. Et bien entendu, vous dites non, qu'il ne faut pas supprimer de poste à 87%. Didier Georges est avec nous, secrétaire national du SNPDEM, le syndicat national des personnes de direction de l'éducation nationale. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Et puis Gilles Langlois sera avec nous, un secrétaire national du SE UNSA Éducation, qui est là aussi. Bonsoir. 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 Juste un petit tour de table, forcément. On démarre par Philippe Bilger sur cette suppression de 1500 postes. Une seconde d'éducation fiction. Est-ce que s'il y avait tout à coup une augmentation des effectifs, est-ce que nous aurions immédiatement une augmentation des professeurs? Évidemment non. Donc, sans que je sois évidemment capable de trancher péremptoirement là-dessus, la position de l'UNSA, si j'ai bien saisi, elle me paraît pleine de bon sens. Ça me semble évident de réagir de la manière en se servant du surplus, si j'ose dire, de professeurs pour améliorer l'éducation au quotidien. Françoise de Gaulle. Je suis UNSA et je suis Philippe Bilger. Bah oui, évidemment, parce que je pense que c'est la... J'ai horreur de parler du bon sens parce que cette expression est tellement utilisée et tordue et devient même toxique. Mais là, c'est juste une question de bon sens. Plus largement, je vais vite. C'est assez cruel. Je ne sais pas à quoi sert Pape Day. Voilà. Je pense que quand on fera un bilan de l'éducation nationale, peu de ministres de l'éducation nationale, pourtant il y en a quelques-uns qui ont été d'une fadeur absolue, je pense à Bayrou notamment, mais alors Pape Day bat absolument tous les records d'invisibilisation même de son ministère, c'est un vrai problème, et je vois plus largement à quel point cette société civile est complètement vampirisée et disparaît complètement dans le giron macronien. Je vois Éric Dupond-Moretti, tous ces gens se sont complètement éteints. Pape Day était un grand intellectuel complètement éteint. Il sert à rien. Plusieurs choses. Moi, c'est la vision globale qui m'intéresse. On peut répondre oui, Pape Day a raison, ou non. Mais si effectivement c'était accompagné, on baisse les effectifs, mais on augmente le point d'indice des profs, on pourrait avoir une explication. Ah bah oui, là, d'accord. Parce qu'il y a 90 000 élèves en moins par an dans les classes. Le doublement des classes CP maternelles continue à exister. Mais à un moment donné, quelle est la contrepartie que Pape Day met en place quand il dit on baisse le nombre des profs? Si effectivement il y a moins d'élèves dans les classes, si les profs en tronc commun acceptent de s'occuper de d'autres disciplines dans le secondaire. Tu augmentes leur salaire, toi? Non, moi je suis pour augmenter le point d'indice s'il y a une baisse des effectifs. Parce que quand on travaille dans un ministère, on négocie une enveloppe globale. On le sait tous. Oui. Dans l'enveloppe globale,
Et si on baisse le nombre de profs, eh ben on augmente l'indice du point pour mieux payer les profs et leur donner la possibilité. On fait des économies. C'est évident que c'est des économies. C'est minable. C'est l'idée globale. Et je reviens à ce que dit Françoise. J'ai l'impression que Pam Ndiaye gère ce ministère comme un bon technocrate, comme beaucoup de ministres, sans humanisme du tout. Et sans, les profs aujourd'hui, sans aspérité politique, donc, sans face point de dire vue. oui, on baisse le nombre de profs, mais en face, on augmente le point d'indice pour mieux payer les profs. On va voir la réaction des syndicats d'enseignants. On a un syndicat de personnel de direction avec Didier Georges et un syndicat d'enseignants avec Gilles Langlois. Alors, on va commencer par le patron, par les directions, la direction. Didier Georges, quelle est votre approche sur la suppression de 1500 postes ? Ouais, il faut parler technique, il faut parler de données chiffrées, déjà, pour commencer. Un exemple, quand les effectifs d'élèves ne baissaient pas, on supprimait déjà des postes. Donc, on ferait mieux de dire, il faut faire des économies, comme d'habitude. Le deuxième chiffre que je voudrais donner, la deuxième donnée importante, c'est que le budget de l'éducation nationale, il augmente, mais il augmente pas proportionnellement au PIB, contrairement à d'autres pays, y compris des pays qui sont plus en difficulté. C'est bien la preuve, peut-être, d'une priorité qui est ailleurs. Mais quelques vrais chiffres. En France, dans les classes, on parle des effectifs, c'est vous qui en avez parlé. Dans l'élémentaire et dans le primaire, il y a 3 élèves de plus que la moyenne des pays de l'Union européenne dans chaque classe. Et si on parle du secondaire et en particulier du collège, il y en a 5 de plus. Donc je rejoins ce qui a été dit par vos chroniqueurs. Il est évident qu'on aurait pu, sans doute, aujourd'hui, faire un petit effort pour faire baisser les effectifs dans les classes, ce qui n'est pas sans conséquence sur le climat de classe. N'importe quelle personne qui a enseigné un jour dans sa vie, c'est mon cas, mais c'est le cas de quelques centaines de milliers de personnes en France, sait que l'effectif dans les classes a un impact sur la qualité du travail des enseignants et donc par rebond sur la qualité du travail des élèves. C'est une évidence. Donc on aurait pu donner un peu d'air au système, je pense, baisser les effectifs, ou alors, pourquoi pas, remettre en place un dispositif qui était plébiscité dans le premier degré, qui s'appelait plus de maîtres que de classes, ou pourquoi pas proposer aux enseignants, comme ça va être fait à travers le pacte, mais c'est une vraie opposition syndicale unanime de toutes les organisations syndicales. Le pacte, c'est le travailler plus pour gagner plus de Nicolas Sarkozy à l'époque. On aurait aussi pu peut-être donner un tout petit peu d'air en proposant devoir fait ou l'école après l'école, ou si je reprends l'expression de M. Sarkozy, les orphelins de 16 heures. On aurait pu mettre des moyens enseignants pour que ce soit enfin les enseignants des disciplines et des classes des élèves concernés qui puissent faire cet accompagnement scolaire ô combien important et même, j'allais dire maintenant, fondamental. Après avoir entendu la direction, on va entendre les enseignants. Gilles Langlois. Oui, merci. Donc effectivement, cette situation de baisse très importante, c'est pas la bonne solution. C'est pas ça qui va améliorer notre système éducatif. On l'a dit. On sait bien que notre modèle républicain de système éducatif fonctionne de moins en moins bien. Et donc, devant ces résultats, la question n'est pas de supprimer des postes, d'avoir de moins en moins d'enseignants auprès des élèves, mais bien de renforcer l'accompagnement. Et l'accompagnement sur le temps de classe. On voit bien, Didier Georges parlait à l'instant du pacte. Le pacte, c'est quoi? C'est faire travailler en plus, en dehors du temps normal avec les enseignants. Et dans le même temps, on sait bien que nous avons besoin d'un métier qui est de plus en plus complexe, de plus en plus difficile de répondre à des besoins de plus en plus nombreux des élèves et de plus en plus élaborés. Pour ça, il faut des moyens humains, des moyens formés, c'est-à-dire des enseignants. Il faut se rappeler quand même que lors du précédent quinquennat, on a supprimé dans le second degré 8000 postes d'enseignants. Et on les a supprimés alors que les effectifs étaient encore à la hausse. On les a supprimés en prévision d'une baisse future d'effectifs. Ensuite, on a un ministre de l'Éducation nationale qui s'appuie sur le taux d'encadrement en nous disant que c'est nécessaire, qu'il va être amélioré. Bon, c'est pas tout à fait vrai. Quand vous prenez, alors c'est pas faux dans l'absolu quand on regarde un chiffre à l'échelle de tout le pays, mais par contre, on voit bien qu'il y a des vraies difficultés, des vraies disparités sur l'ensemble du territoire. Et vous avez, nous, dans l'enquête qu'on a menée auprès des départements, notamment dans le premier degré, on voit que dans 2/3 des départements, en fait, ce taux d'encadrement, en particulier d'ailleurs dans les zones où il y a beaucoup des zones très urbaines, il y a une forte augmentation du nombre d'élèves par classe. Donc on voit bien qu'il y a des vrais défis pour notre système éducatif
et que le ministère est incapable d'y répondre sérieusement et de prendre la mesure de ce qu'est l'importance d'investir dans l'éducation d'un pays. Donc lorsqu'on a moins d'élèves, ça doit être une opportunité pour renforcer son système éducatif et surtout pas de supprimer des postes d'enseignants. D'autant plus que, je finis juste sur un point, c'est que même sans supprimer et même en supprimant ces postes, nous ne sommes pas sûrs et bien loin s'en faut que nous aurons des enseignants sur les postes qui existent. Donc on a ce problème en plus d'attractivité qui a été évoqué aussi bien par Guy Georges dans ce qu'il disait que par vos chroniqueurs à l'instant. On a un vrai problème également d'attractivité, c'est-à-dire que même lorsqu'il existe des postes, eh bien il est difficile de pouvoir les pourvoir avec des professeurs. Christophe Madrol. Juste une question, en travaillant sur ce débat, j'ai découvert que pour être professeur, il fallait avoir un bac plus 5 et les IUFM n'existent plus et il n'y a plus de formation, parce que je me rappelle, moi, quand j'étais jeune, pas mal de mes collègues passaient le bac, faisaient 3 ans une licence, après ils faisaient 2 ans payés à l'UFM, et donc après ils allaient sur le terrain. Et j'ai appris en fait que et donc ça m'interroge sur la question de ce recrutement des professeurs, puisque moi je vois mes enfants leur dire faire bac plus 5, comment ils sont payés, donc s'il y a une sélection sociale au départ, donc aujourd'hui les professeurs ne ressemblent pas forcément aux professeurs qui étaient les nôtres quand il y a 25 ans, 30 ans, et d'autre part, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'une des solutions serait un retour à une licence, plus 2 ans payés, pour qu'il y ait effectivement des professeurs qui soient formés, c'est déjà pas mal, on va parler de Marseille tout à l'heure, on pourra en parler, mais également de redonner une vocation pour avoir des profs qui aient envie de pouvoir aller sur le terrain. Didier Georges. Écoutez, j'ai été, pour ne rien vous cacher, auditionné cet après-midi par des sénateurs, et c'est exactement ce que nous avons dit. D'abord, Nicolas Sarkozy, quand il était président de la République, a imposé que les enseignants soient recrutés à bac plus 5, et c'est à partir de là que nous avons commencé à avoir une crise des vocations, si on peut le dire comme ça, parce qu'en réalité, le monde économique aujourd'hui, à bac plus 5, ce que l'on propose à un enseignant en termes de rémunération, et y compris si on prend en compte ce que les gens considèrent comme des pseudo-avantages sur les congés scolaires, etc., sachant qu'il y en a beaucoup qui travaillent encore pendant les congés scolaires, pour tout vous dire, hein, il faudrait être dedans pour le savoir, la réalité c'est que ça a déjà fait beaucoup de mal. On l'évoquait tout à l'heure, on embauche tous les ans des dizaines de milliers de contractuels aujourd'hui, hein, ça se chiffre en dizaines de milliers d'enseignants contractuels. Alors, de mieux en mieux formés, mais quand même pas suffisamment formés, disons-le, hein, même s'il y a eu un effort qui a été fait. Et puis par ailleurs, je souscris totalement à ce qui est dit. Un recrutement au moins sur l'enseignement primaire et l'enseignement au collège, à bac plus 3, avec des enseignants qui sont déchargés peut-être à mi-temps comme on le faisait à l'époque, la moitié du temps en enseignant, pratique, donc ils mettent en exercice, en application ce qu'ils apprennent en formation, et ceci pendant 2 ans avant d'être titularisés par, j'allais dire, une inspection conjointe entre le chef d'établissement et l'inspecteur pédagogique. Il faut sans doute revenir à cela si on veut essayer d'arrêter ce cercle infernal là où on a de moins en moins d'enseignants. Il faut regarder les statistiques de présentation au concours. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et l'école aujourd'hui, l'école publique, avec toutes les valeurs que nous portons pour elle, elle est en danger, j'allais dire, faute de combattants à un moment ou à un autre. Donc il va falloir que l'État réagisse. Et en tout cas, c'est pas les projets de loi que j'ai pu voir aujourd'hui qui vont dans ce sens-là. Gilles Langlois, vous êtes d'accord avec ça? On n'a pas besoin d'avoir bac plus 5 pour être prof, même pour être instituteur. Hein. Bac plus 3 plus formation. Plus formation, c'est ça. Pas plus formation comme aujourd'hui. Alors, je crois qu'il faut pas... Il y a 2 sujets, en fait, dans ce que vous présentez. Il y a premièrement le niveau du recrutement, et deuxièmement, il y a la formation. Ce qui est important, avoir une formation de 5 années après le bac, par exemple en étant recruté au niveau de la licence, c'est une formation au niveau d'une formation de 5 ans. Mais ça permet de ne pas exclure toute une partie de la population. C'est-à-dire que ça dépend aussi de ce que veut faire un pays développé en matière d'investissement dans la formation. Il faut se dire qu'aujourd'hui, lorsque vous avez fait 5 ans, un master MEF par exemple, vous faites une licence quelconque puis vous faites un master MEF. Donc 2 ans, les master MEF, c'est des métiers un master qui prépare au métier de l'éducation, donc plus professionnalisant.
mais qui sont quand même très très loin du terrain. C'est-à-dire que c'est une formation de master, alors certes avec des stages pendant la période, mais vous n'êtes pas formé. Eh bien, quand vous avez passé votre concours avec ce bac plus 5 et ce master-là, on vous met à 100% sur le terrain. C'est-à-dire que vous n'avez pas de vraie formation professionnelle. Il n'y a pas d'autres métiers. Il n'y a pas d'autres métiers où ça existe que ça. À ce niveau-là. Donc la question, c'est bien d'avoir une formation adaptée à la réalité du métier et d'avoir des procédures où on va former professionnellement les gens, y compris sur du temps pendant lequel ils vont être en train de se préparer au métier en les rémunérant, parce que là, ça garantit un élargissement de l'assiette sociale et puis ça permet de construire un certain nombre de vocations plus importantes. Donc on a bien deux problèmes à ce niveau-là. Merci en tout cas, merci beaucoup. Est-ce que autour de vous, vous accepteriez de vous faire opérer par un étudiant en première année de médecine? Non. Non. Faites le comparatif, c'est exactement la même chose. Excellent. Merci beaucoup pour la métaphore. Merci beaucoup Didier Georges, secrétaire national du syndicat national des personnels de direction et de l'éducation nationale, et Gilles Langlois, secrétaire national du SE UNSA Éducation. Vous restez avec nous dans un instant. On fait un petit point sur tout ce qui a été dit, puisque c'est du Kikadi. Et ça s'appelle le quiz de l'actu. Bienvenue à tous, c'est Les Vrais Voix jusqu'à 19h. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix jusqu'à 19h. On a repris. Philippe Bilger avec Françoise Degois, avec des scènes, là. Christophe Madrol est avec nous et vos appels 0826 300 300 et au 0826 300 300 c'est Hakim qui est avec nous. Et Hakim, bonjour, bienvenue, monsieur notre prof d'anglais. On aurait dû d'ailleurs vous faire intervenir il y a quelques instants, mais en tout cas le Kikadi aujourd'hui, faut le gagner. Pour gagner, il faut choisir le bon candidat. Alors on choisit qui? Philippe Bilger, Françoise Degois. Ah oui, contre qui? Oui, et Christophe Madrol. J'ai choisi Christophe. C'est un très bon choix. On va le mettre en miettes. Thank you very much, professeur. Lui, il se sent flatté parce qu'il est choisi, parce que c'est plus fun. Non, mais à chaque fois qu'on me prend, je perds. On te prend. La façon dont vous le dites, Christophe, on a l'impression que c'est la faute de l'autre. Mais bon, c'est pas allez. Allez, on démarre. Allez, c'est parti. Les amis, question Kikadi. Concernant les morts dans la fusillade à Marseille, Kikadi, tous ceux qui fument le petit pétard le samedi soir devraient s'en souvenir. Darmanin. Non. Ravier. Non. Christophe Castaner. Non. Jean-Claude Godin. Non. Renaud Muselier. Non. Le maire de Marseille. C'est Christophe Estrosi. C'est un ministre. François Braun. Non, c'est Dupond-Moretti. Bonne réponse de Françoise Degois. C'est bon, Hakim, on le tient. Éric Dupond-Moretti. On y va. 2 points pour Hakim. Deuxième Kikadi. Vous avez quand même dit tous les hommes politiques, vous avez annoncé tout le monde là. Nous avons un désaccord de fond et de forme avec Marine Le Pen. Elle pense qu'il faut changer d'idée pour se dédiaboliser. Au contraire, je crois qu'il faut assumer nos idées et montrer aux Français qu'elles ne sont pas les bonnes réponses. Il a été plus rapide. Bonne réponse de Christophe Madrol. Ah non, il l'a dit un quart de seconde avant. J'ai dit un quart de seconde avant pour voir les images. Est-ce qu'on peut regarder la VAR? C'est pas ça, c'est comme il est très proche de Christophe Madrol, il est en décalage horaire avec Philippe Bilger. C'est pour ça. Alors que le son n'a pas la même distance. C'est comme ça que je peux l'expliquer. Vous êtes gentil, vous l'expliquez, vous lui donnez une excuse valable. Bah oui, le pauvre. Déjà, il bosse ensemble jusqu'à la fin de la grille. Déjà, il démarre mal dans la vie, donc il faut l'aider un petit peu. Allez, question Kikadi. Une alliance avec Cazeneuve, c'est une défaite assurée. Fabien Roussel. Non. Jean-Luc Mélenchon. Non. Olivier Faure. Non. Une défaite assurée. Si, moi j'ai des Hakim. Non. Non, on a déjà dit Roussel. C'est Gabriel Attal. Non. Il est LFI. Fabien Emmanuel Bompard. Non. Mélenchon. Lachaud. Corbière. Bonne réponse d'Hakim. Alexis Corbière. Bravo Hakim. Corbière. On a dit tout le monde, il est bon. Allez. Kikadi.
La proposition de Marine Le Pen pour financer les retraites, c'est fête des mômes. L'extrême droite n'a pas changé, c'est le retour de Pétain. C'est Marine Tondelier. Non, Rousseau. Non, c'est, comment dirais-je, je sais, je l'ai vu passer en plus. Bonne réponse de Philippe Bilger. Il dit Roussel. Je demande qu'on ait un point chacun. Non, qui a dit, les amis, qui a dit la Première ministre n'a plus aucune légitimité politique? Tout le monde aura dit ça. C'est un petit jeune. Emmanuel Macron. Bonne réponse de Françoise Devoix. C'est Louis Boyard, effectivement. Allez, une petite dernière. Qui a dit nous sommes dans cette volonté de dialogue? Ah bah, Elisabeth Borne. Non. Gabriel Attal. Non. Olivier Véran. Bonne réponse de Françoise Devoix. C'est un des 3 affreux Jojo, de toute façon. Ça fait 10-2, Christophe Madron. Je reconnais Hakim, bravo. Ça va, Christophe? Je suis très content, surtout qu'aujourd'hui à Villeneuve-sur-Lot, il fait très très beau, donc tout va bien. C'est ça. Il fait beau dans votre cœur aussi. Oui. Et il fait tellement chaud que vous avez carbonisé Christophe Madrol. C'est les Bouches-du-Rhône contre le Lot-et-Garonne. C'est le sud. Voilà, très bien. Vous restez avec nous, Hakim, dans un instant. On fait une petite pause, le coup de gueule sur l'intelligence artificielle avec notre ami Philippe David. Ça fait du clic sur les réseaux sociaux et puis ce sera le tour de table. Oui, c'est ça. Le tour de table des vraies voix dans quelques instants. Vous souhaite la bienvenue. Vous réagissez comme vous voulez. C'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue sur Sud Radio, vous avez sonné à la bonne porte. On est là pour répondre, bien entendu. Dis-nous, c'est nous les auditeurs. Vous avez la famille Adams qui vient ouvrir la porte. C'est presque ça. C'est presque ça. Vous sonnez, vous voyez une maison, une bicoque comme ça dans la forêt. Paf, et vous sonnez, il se passe rien. Il y a un peu de vent, un peu de vue. J'aurais pas dû venir. Et il y a Cécile de Ménibus qui vous ouvre. Voilà, avec une cravache à la main. Bonjour, rentrez. Avec le numéro de code 0826 300 300. Si vous l'avez pas, vous pouvez pas. Quand il a entendu cravache. Il trouve que ça me va bien. Oui. Moi j'aimerais bien en donner. Mais je n'irai pas voir la femme de Robbe-Grillet pour ça. Oui, c'est ça. Après In Bed with Madonna, In Bed with Philippe Bilger, pour rester avec notre prof d'anglais, Hakim. De quoi je me mêle? Écoutez, il me dit des choses. Il a vraiment un don des langues. Oui, c'est faux. C'est impressionnant. Il parle le ourdour, couramment le hindi, il parle le russe, le thaï aussi. L'allemand un peu. L'allemand, oui. Oui, je viens de la Paris tout flug. Moi aussi, je parle l'allemand. Son problème, c'est le français, c'est ça. C'est juste ça. Allez, dans un instant, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. En attendant, le coup de gueule de l'intelligence artificielle de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Il y a un mot en trop, c'est intelligence. Enfin, je dis ça, je dis rien, vas-y, tu peux y aller. Il s'appelle Randall Reed, son nom ne vous dit rien, mais il est emprisonné aux USA pour 2 vols qu'il n'avait pas commis. Alors Randall Reed, le 25 novembre dernier, 28 ans, est arrêté au volant de sa voiture alors qu'il conduit en Géorgie avec sa mère à ses côtés. On lui passe les menottes pour 2 vols de sacs de luxe en Louisiane, État où il dit n'avoir jamais mis les pieds. Malgré ses dénégations, il est incarcéré du jour même jusqu'au 1er décembre, date à laquelle il est libéré car reconnu innocent. Alors pourquoi cette incarcération? Oui, pourquoi? Parce qu'il a été reconnu par une intelligence artificielle qui a transmis son nom au service de police alors qu'il n'avait jamais eu affaire à la justice. Il n'est pas le seul dans ce cas, il y en aura au moins 3 autres, tous noirs, mais le refus de réagir des autorités montre qu'elles sont quand même un peu gênées aux entournures. Rien à dire, Big Brother est bien un terme américain absolument terrifiant. Alors. Votre intelligence naturelle, mon cher Philippe, a parfaitement dénoncé les risques judiciaires de l'intelligence artificielle. Je ne pensais pas que c'était aussi automatique, aussi mécanique. C'est extrêmement grave. Alors qu'on en sort un certain nombre du couloir de la mort, on ne va pas en renvoyer d'autres à cause de l'intelligence artificielle. Ce serait incroyable. Bien sûr, il y a des ratés. Après, moi, des gros ratés là. Oui, c'est comme par hasard, en plus c'est des noirs. Enfin bon, on laisse
tomber la neige, comme par hasard. Tu sais vraiment. Mais au-delà de ça, je fais pas partie des gens, par exemple, qui ont peur absolument de. Je vois toute la névrose et la psychose, même, qui est en train de naître sur ChatGPT, etc. Moi, je ne fais pas partie des gens qui ont peur de cela. Je pense que ça fait partie de l'évolution et qu'il y aura toujours des êtres humains pour contrôler cette évolution. C'est pas 2000 ans. Là, ils vont contrôler, ça a mis une semaine. Oui, c'est pas 2000 ans Odyssée de l'espace qui nous attend. C'est pas sorry, Dave. On a souvent ce débat-là, Françoise, était toujours très positive, tant mieux. Oui. Moi, ça commence à m'inquiéter. Ah, c'est vrai. Tu vois, moi aussi. Je reprends tout le temps cette phrase science sans conscience n'est ruine de l'âme. La conscience aujourd'hui, quand je vois ce qui se passe dans le monde, je me dis, elle est où? Elle est où la conscience? Quand tu vois aujourd'hui, et là-dessus on va être d'accord, le poids du fric qui devient effectivement une marchandise, et donc l'intelligence devient une marchandise. Oui. Et ce ChatGPT devient une marchandise. Une marchandise, puisqu'on dit qu'on parlait en anglais. Et moi, c'est ça qui m'inquiète. Si l'homme naissait bon et grandissait dans une société bonne, je te dirais oui, continuons. Mais là, excuse-moi, mais la marchandisation de l'intelligence, moi, ça m'inquiète. Écoute, moi, je vais te répondre sur, bien sûr, que les horreurs, bien sûr que nous vivons dans un moment où on sent bien que c'est les démons qui valsent, mais il y a aussi de grandes consciences qui apparaissent. Moi, je ne suis pas du tout dans la dénégation il y a des choses merveilleuses qui se font à la surface de la planète, il y a des gens extraordinaires, y compris des gens qui ont de l'argent, donc j'ai une grande confiance personnellement dans l'être humain. Mais oui. Allez, tout de suite, le top clic avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et une chanteuse norvégienne se produisait à l'Olympia dimanche soir drôle. Et le public lui a offert une petite leçon de français. Oui, leçon à sa demande en plein concert. Girl in Red a demandé à son public de lui apprendre un mot en français. Et voici la réponse du public. Macron démission, voilà la leçon proposée par le public parisien. Et bienvenue en France, hein, bien sûr. C'est vrai. Oui, c'est vrai, évidemment. Macron démission. La chanteuse a semblé un peu déconcertée quand même d'entendre cette foule se mettre d'accord si rapidement sur un mot, une expression scandée en chœur. Évidemment, elle ne semble pas comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire, lance Girl in Red avant d'ajouter j'ai une super idée pour enchaîner, on n'a qu'à jouer la chanson suivante. Bref, elle comprend pas trop ce qui est en train de se passer. Girl in Red ou littéralement la fille en rouge, ne manquait plus finalement à son concert que les drapeaux de la CGT. J'ai juste une anecdote, je racontais ça l'autre jour à Philippe Bilger, personnel. J'ai des amis qui sont japonais, qui sont japonais, qui sont venus à Paris. Je racontais ça. Oui, j'ai plein d'amis et surtout ils sont japonais, donc ils ne me connaissent pas au quotidien, c'est pour ça. Et donc ils sont et la jeune fille qui est étudiante, la seule chose qu'elle a demandé à faire le samedi, parce qu'elle connaît déjà Paris, elle a dit est-ce que je peux aller à la manifestation? Et j'ai trouvé ça et on a donc amené, elle a vu la manifestation et vraiment pour elle c'était quelque chose d'extraordinaire et de sociologique, voilà. L'image qu'elle a de la France. Mais c'est très bon, parce que pour elle ça a un sens de manifester. Le Japon, ça n'est pas la culture et ça manque, je pense, beaucoup aux Japonais. Il n'y avait pas de critique et d'ironie. Ah oui, d'accord. Non, pas du tout. Je te raconterai une autre anecdote tout à l'heure, François, sur Marseille, parce que j'ai la même histoire, mais moi, c'est les quartiers nord de Marseille que les gens... On va en parler après. Ça va pas. C'est vachement bien. Qu'est-ce qui vous arrive? Mais non, je pense que c'est intéressant, ça. Oui. Non, allez, pendant ce temps, la chef des Insoumis, Mathilde Panot, a posté une vidéo d'elle-même à l'arrière d'un camion poubelle. Oui, la chef de file des Insoumis. Pourquoi les éboueurs ne peuvent pas travailler jusqu'à 64 ans? J'ai enfilé la tenue et j'ai passé l'après-midi à travailler avec eux, écrit Mathilde Panot. C'est bien. Effectivement, certains saluent l'initiative en évoquant le côté physique du métier. Effectivement, les travailleurs des métiers dits pénibles arrivent vers la cinquantaine en qualité de travailleurs parfois handicapés ou sur les listes demandeurs d'emploi, lui répond Chris. D'autres commentaires, vous en doutez, beaucoup plus malveillants, comme celui d'Éric qui a écrit à Mathilde Panot: comme ça, vous aurez fait semblant de travailler 5 minutes dans votre vie. Voilà. Ouais, c'est sûr, mais c'est plus difficile de faire ça que de répondre à Pif Gadget. Je dis ça, je dis rien. Au Royaume-Uni, TikTok vient
d'être condamné à une amende de quasiment 13 millions de livres. Oui, amende de précisément 12 700 000 livres pour le réseau social chinois. Le régulateur britannique du numérique, l'ICO, lui reproche d'utiliser les données personnelles des enfants de façon illégale. Faute de vérification adéquate, 1 400 000 enfants britanniques de moins de 13 ans auraient pu ouvrir un compte sur la plateforme en 2020, contrairement à ce que prévoient les règles officielles de TikTok. L'ICO pointe aussi une utilisation des données des enfants sans le consentement de leurs parents. Merci beaucoup. Vous restez avec Mathieu. nous dans quelques instants. On fera un point du tour de table de l'actu, bien entendu, avec nos éditorialistes du jour. Et puis on reviendra sur cette question sur la énième épisode de violence extrême à Marseille, avec la question du jour. La flambée de violence sur le fond de trafic de drogue. Marseille est-elle devenue la ville la plus dangereuse de France? Pour l'instant, vous dites en majorité oui. On a envie de vous entendre. 0826. Et on attend vos réactions au 0826 300 300. Faites-le avec plus de motivation, parce que là, on n'aura personne. Allez, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Merci d'être avec nous, merci de votre fidélité aux vraies voix avec Philippe Bilger qui est avec nous aujourd'hui. Ça va toujours, Philippe Bilger? Toujours en pleine forme. Toujours. Françoise de Gois, ça va? Toujours. On vous trouve assez calme, Françoise. Oui, on ne sait pas ce qu'il y a. Il y a un petit truc qui vous choque. Pas du tout. Vous avez faim? Non, j'ai rien du tout. Il n'y a pas de sujet très polémique en fait. Hein. Ah oui. Là, vous n'avez pas mis de trucs sur les éoliennes, vos trucs habituels, les éoliennes, les lois immigration, tout ça. Donc moi, je suis assez consensuelle comme femme, en fait. Ah bon? Selon malgré les apparences. Pas de la police. Si on m'avait dit un jour que Françoise était consensuelle. C'est ça. C'est Noël avant l'heure. Oui, mais vous nous Madrol est avec nous, centriste écologiste. Oui. C'est la région sud. Merci. Qui vient nous voir. Allez, tout de suite. À Paris. Le tour de table de l'actu des vraies voix. Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table. Ça sent l'artiste à cette table, ça sent l'artiste. Je suis épuisé, moi. C'est horriblement fatigant d'être intelligent. Le tour de table. De l'actualité. Et après avoir parlé cravache, Philippe Bilger C'est pas possible. Il est impossible. se demande à partir de quand la révélation sur soi devient-elle impudeur, voire même exhibitionnisme. Oui, parce qu'il y a deux épisodes dont l'un est totalement dérisoire, mais qui me, comme dirait une certaine gauche, m'interpelle. Il y a quelqu'un que j'ai bien connu quand je regardais jeune la télévision, les jeux télévisés, Jean-Pierre Descombes. C'était un homme très séduisant et j'ai vu avec effroi le fait que dans l'émission de Jordan qui questionne sur la vie intime, il était là et que malheureusement il est atteint par une maladie Parkinson, mais terrible, il bouge sans arrêt la tête, c'est effrayant, et pourtant il dit: mon épouse m'a interdit de me montrer parce que ça n'est plus supportable. Et on le voit très courageusement répondre à Jordan, mais on voit ses mouvements permanents de tête. Et d'autre part, et c'est beaucoup plus tragique si j'ose dire, c'est Florent Pagny. Bon, c'est très important de parler une fois du cancer, si on veut donner le courage aux gens de le soigner, si on veut les stimuler, mais quand on en parle sans arrêt, en disant je trouve que là, ça devient un peu de l'impudeur, de l'indécence, même si, bien sûr, je ne mets pas sur le même plan le citoyen lambda et Florent Pagny. Donc, ce qui m'interpelle et m'intéresse, ce serait votre avis. Je suis fasciné par ces moments de dégradation, de chute, lorsque la sincérité, par exemple, tourne en indécence, quand l'exhibitionnisme prend la relève de la volonté d'aider les autres, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je l'ai trouvé assez juste et touchant, Florent Pagny, chez Delahousse, vous pensez à ça? Oui, je l'ai trouvé. Depuis, il en a beaucoup reparlé. Ouais, je l'ai trouvé. Moi, je vois bien son grand cœur à Florent Pagny, l'idée que voilà, je suis malade, je me bats, je combats, je donne des nouvelles, on peut aller en chimio et essayer de continuer à se battre. Moi, j'ai pas trouvé ça du tout indécent. Je n'ai pas vu Jean-Pierre Descombes. Moi, ce que je trouve indécent, vous voyez, c'est Marlène Schiappa à la une de Playboy. Ça, pour moi, on est sur le summum de l'indécence. Vraiment, je trouve ça super vulgaire en plus. Je pense que vraiment, ça va. Je suis pas gêné par Playboy. Ça fait partie vraiment des publications en plus qui se sont honorabilisées. La dernière fois qu'une personne, une femme du monde politique ou en tout cas de la sphère politique
politique qui a fait ça, c'est Pierrette Le Pen. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Mais elle avait posé nue. Elle n'est pas nue. J'ai bien compris qu'elle n'était pas nue. Moi, je trouve ça vraiment d'une laideur. En plus, c'est pas beau. En plus de ça, les photos sont pas belles. C'est indigent. Ça, pour moi, c'est indécent. Je trouve pas. C'est intéressant. Pourquoi indécent ? Ce débat est intéressant. Parce que quand on a une fonction. Vas-y. Pardon, parce que j'ai relancé Françoise. Parce que comme on avait Elisabeth Lévy hier qui disait l'inverse, c'était intéressant d'avoir votre point de vue en disant en quoi c'est indécent. Tout à fait indécent. Ça va pas avec la fonction politique. C'est pas. En plus, les photos sont pas belles parce que je pense en plus que voilà, moi, je suis pas certaine que la plastique de Marlène Schiappa se prête véritablement à ce genre de photos. Et pourquoi ? Je trouve, parce que c'est pas parce que moi. Mais pourquoi ? Parce que moi, je trouve que c'est pas beau, tout simplement. Moi, les rondeurs. Non, mais c'est pas ça. Et dernier point, voilà, elle a une fonction politique. Alors là, moi, je pense que vraiment, on est complètement dans la dégradation. Et ce serait un homme qui ferait ça. Je dirais exactement la même chose. Il y a un moment donné, on peut pas. Même au nom du féminisme. Mais quel féminisme ? Moi, je pense que ça abîme le féminisme. Honnêtement, pourquoi ? Sérieusement, parce que ça abîme le féminisme, parce que c'est pas beau. Vous me montrez. Mais je m'en fiche. Françoise de Gouin pense souvent le contraire d'elle-même. Mais non, Elisabeth Lévy, par principe, va être d'accord quand tout le monde est contre. Donc, c'est pas un sujet. Vous prenez une chose, donc je la taquine souvent là-dessus. Moi, je trouve ça moche, en fait. Non, mais Françoise, juste pour une seconde. Françoise, l'argument d'Elisabeth sur les formes, c'était de dire, au contraire, elle avait le courage de se montrer comme aucun courage. Où est le courage ? Non, mais le courage, il ne faut pas être juste bien gaulé pour se montrer. C'est pas du tout ce que je dis, mais c'est quoi le courage de poser à la une de lui ? C'est quoi la valeur ajoutée ? Arrêtez comment on peut coller courage et poser à la une de lui ? Non, sérieux, quoi. Christophe Madrol, un mot, parce que je vais vous faire 2 tours de table en 3 minutes. La mort, c'est une question très intime. Et je pense souvent, en ce moment, parce qu'on en parlait avant d'entrer en émission, parce que avec Françoise, je ne sais pas, moi, si j'étais atteint d'un cancer, qu'est-ce que j'aimerais montrer de moi à ce moment-là ? Tu vois ce que je veux dire, Philippe ? C'est que je ne sais pas si j'aurais envie d'en parler ou pas. Je ne sais pas si j'aurais envie de prendre Françoise de Gouin dans mes bras et pleurer dans ses bras, ou de prendre toi, Philippe. Je ne sais pas. Tu vois ce que je veux dire ? Et je laisse Florent Pagny, je laisse Jean-Pierre Descombes, je laisse la maman de la femme de gérer cette question qui, tout à l'heure, elle parlait, Françoise, très justement, de la vie est liée à la mort dans le bouddhisme. Pour une fois, et je crois que c'est de l'intime. Et cet intime-là, moi, je le respecte. Je comprends. Ouais. On passe au tour de table de Françoise de Gouin, Cécile. Oui, sur la lutte des pêcheurs français contre les navires de pêche industrielle. Voilà, belges, en l'occurrence, c'est néerlandais. Je vais aller vite. Il se passe des choses et je suis très étonné que le ministre de la Mer ne réagisse pas. Et nous en parlions avec Christophe tout à l'heure. Au large des côtes normandes, vous avez maintenant des navires industriels, des navires usines, c'est-à-dire des navires dans lesquels vous faites la transformation littéralement du poisson, qui viennent littéralement piller le littoral normand avec ce qu'on appelle les scènes démersales. Les scènes démersales, c'est la pêche à la Seine, c'est un filet, mais elles sont gigantesques. Des kilomètres. On appelle ça les scènes danoises. Et en fait, ils ramassent absolument tout, y compris des dauphins. Ils ramassent des bars, alors que vous savez que c'est strictement interdit entre février et mars de pêcher le bar pour des questions de reproduction. Ils ramassent ça, ils évitent la criée, donc ils évitent le contrôle des autorités. Ils vont vendre ça, sur des criées étrangères. C'est un véritable pillage de nos ressources maritimes. Le secrétariat d'État à la mer ne réagit absolument pas. Et le comble, c'est ce bateau, j'en parle de celui-là, c'est le Scombrus. Il a pavillon français, mais en réalité, il est armé par des Néerlandais et des Belges. Le comble, c'est qu'il pêche ces poissons pour fabriquer quoi ? De la farine animale pour nourrir des poissons de culture. Il faut 3 kilos de chair de poisson fraîche pour fabriquer 1 kilo de chair. Un saumon d'élevage. Donc, est-ce que vous voyez la folie dans laquelle on se retrouve ? Je parle même pas du problème avec les pêcheurs. C'est une folie et il n'y a aucune réponse du gouvernement aujourd'hui. Voilà, on a très peu de temps. Merci Françoise de remettre ça à l'ordre du jour avec Sea Shepherd et d'autres associations. On le porte depuis des années. Je pense à Bloom aussi. La question, c'est que nous avons une culture en France de la pêche artisanale, comme les Italiens et un peu l'Espagne. Et donc la pêche artisanale n'est pas protégée par le gouvernement français à la hauteur devrait être protégée. Absolument. La pêche artisanale, c'est le petit chalutier avec un filet de 500 mètres à 1 kilomètre et il y a 3 personnes à bord. Et les bateaux usines, ce sont
des filets qui font plusieurs kilomètres, ce sont des usines qui ratissent tout. Donc, Monsieur Berville, Monsieur Macron, Monsieur réagissez. La pêche artisanale, c'est une spécificité française. On a pu garder l'exception française pour la culture. Gardons cette exception française pour la pêche artisanale. En tout cas, vous resterez bredouille, cher Christophe, parce qu'on n'a plus le temps pour votre... Je peux pas parler de mes amis écolos et ces écolos qui veulent casser du flic. Je suis un peu désolé parce que... Une minute de plus, on nous donne. Une minute, c'est que j'ai vu ce qui s'est passé autour des bassines. Et je rentre pas sur le fond. L'écologie, ce n'est pas la violence. L'écologie, c'est la non-violence. L'écologie, se repose sur ce qu'a fait Martin Luther King, ce qu'a fait Gandhi. C'est la discussion, c'est l'échange. Ce n'est pas vouloir aller casser du flic. Je suis blessé quand je vois des écologistes armés. Je suis blessé quand je vois certains leaders écologistes poussés à aller casser du flic. Non, on ne casse pas de flic, c'est des républicains. Je suis autant blessé, et je parlais l'autre jour avec un copain commissaire après l'émission qu'il y a eu chez Hanouna, où on a vu ces policiers, ils disent la même chose. Le combat pour l'écologie, c'est le combat. Oui, mais non, c'est pas des faux policiers. C'est à un moment donné, le combat pour la planète, ça nous concerne tous. Et ce n'est pas en s'opposant les uns aux autres qu'on trouvera des solutions. En même temps, les activistes, je pense notamment aux gens de Greenpeace, ils ont fait avancer leur dossier par l'activisme. Mais l'activisme, pas pour casser du flic, François. Ce que je veux dire, oui, d'accord, mais les flics ont cassé aussi des manifestants. On va pas recommencer. Si vous voulez, pour le moment, c'est des manifestants qui sont dans le coma, c'est pas des flics. Le deuxième point. Il y a quand même beaucoup de blessés du côté des policiers. Et idem, je suis pour l'activisme, mais pas violent. Voilà, on est d'accord. Moi, je partage ça. Je suis d'accord avec Greenpeace. Ce qui s'est passé avec les Rainbow Warriors, tu as raison, mais on ne casse pas la police républicaine en France. Merci Christophe, vous restez avec nous dans un instant. On va revenir sur la flambée de violence sur fond de trafic de drogue. Est-ce que Marseille est l'une des villes les plus dangereuses de France? Vous dites en majorité oui. Bienvenue 0826 300 300 pour commenter avec nous cette actualité. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue dans Les Vraies Voix avec Philippe Bilger, avec Françoise Degois, avec Christophe Madrol. Tous les sujets sont évoqués, vous pouvez parler librement, nous vous accueillons les mains ouvertes au 0826 300 300. Allez tout de suite. La Corcovada. On avait la mère Azams au début, maintenant c'est la Corcovada. C'est une transformiste cette fille. C'est la grand-messe du soir, vous le savez, Les Vraies Voix. Allez tout de suite le coup de projecteur des Vraies Voix. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des Vraies Voix. Et on va revenir sur cet énième épisode des violences extrêmes à Marseille. Dimanche soir, fusillade. 3 fusillades ont éclaté donc dans plusieurs arrondissements de la ville, faisant 3 morts, dont un adolescent de 16 ans. Et selon la préfète des Bouches-du-Rhône, ces événements sont en lien, bien entendu, avec du trafic de stupéfiants. La procureure de la République de Marseille évoque la piste de la vendetta, Philippe. Oui, absolument. Depuis le début de l'année, 14 personnes ont été tuées à Marseille et 32 procédures ont été ouvertes pour assassinat en bande organisée ou tentative d'assassinat en bande organisée. Le parquet de la ville craint que cette dynamique macabre se poursuive encore dans les mois à venir. Vous habitez Marseille, vous dites que la ville est devenue invivable, ou vous avez quitté Marseille, ou vous habitez Marseille et vous dites moi j'habite dans un quartier où ça se passe très bien. Ce sont juste de petites parties de la ville qui sont sous la coupe des trafiquants. Dans tous les cas de figure, un seul numéro de téléphone, le 0826 300 300. Et notre invité pour en parler, Bruno Bartocchetti, est avec nous, secrétaire national unité SGP FO pour la région Sud. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Avec plaisir, merci et bienvenue sur Sud Radio. Philippe Bilger, la violence, toujours la violence. Oui, alors, Cécile, Philippe, j'ai lu aujourd'hui, je trouve, une excellente page dans le Figaro sur ce qui se passait à Marseille. Je suis frappé de voir à quel point il y a des actions qui sont faites et qui aboutissent à des interpellations et à des condamnations. Il y a des analyses qui sont faites aussi bien par la procureure que par le préfet de police, elle me semble pertinente, et je parle sous le contrôle de Christophe, par exemple, qui connaît bien Marseille. Autrement dit, on ne peut pas dire que l'action et la réflexion sont inexistantes là-bas, sur Marseille, et pourtant, j'éprouve, en tant que citoyen, quand je lis cet article et quand j'entends d'autres témoignages, un sentiment d'impuissance, comme si on
s'apprêter à vider la mer, et bien sûr, on n'y pourra pas. On n'y arrivera pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Françoise Degois. Moi, j'ai commencé à Radio France Provence et au bureau d'Inter et d'Info à Marseille. Donc, c'est une région que je connais bien. Je vois surtout la dégradation. Je vais laisser parler Christophe là-dessus. C'est vrai que déjà, à mon époque, il y a 25 ans ou 20 ans, c'était compliqué de rentrer dans les quartiers nord. Je pense que maintenant, c'est désormais impossible. J'en parlais avec Christophe. Un quartier comme la Belle de Mai, qui restait un quartier tout à fait agréable, désormais est un quartier très compliqué. Mon sentiment a quand même été que Marseille a toujours été une ville assez complexe, qui gérait sa pègre. Je pense à Gaëtan Zampa, bien sûr. Je pense à Carbone et Spirito. C'est une ville qui a toujours fonctionné dans le milieu, surtout corse, sicilien. Mais j'avais le sentiment que les affaires se réglaient entre eux, qu'il y avait une forme de code, exactement comme à Toulon à l'époque des frères Fargette. Je pense que nous n'en sommes plus là. Nous sommes dans une sauvagerie générale. Et là, pour la première fois, je donne raison à Gérald Darmanin quand il dit l'alpha et l'oméga, c'est la drogue. Voilà. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire, parce qu'à part mettre des rustines et faire des descentes de police tous les jours, je pense que la police ne peut pas régler le problème même social qui sous-tend, qui gangrène tout cela. Christophe Madrol. Oui, évidemment, je suis Marseillais, donc je suis local de l'étape. Bon, moi, j'ai mal à ma ville. J'ai des enfants adolescents, de la gare Saint-Charles à la Belle de Mai, qui sont des quartiers spécifiques. Je les laisse plus traîner aujourd'hui dans la rue. Et je vous parle pas des quartiers nord. Moi, j'ai la chance d'habiter un quartier plutôt agréable dans le 12e arrondissement de Marseille, où il n'y a pas ces violences. Mais tous mes copains qui vivent dans les quartiers nord, ou la Belle de Mai, je parle avec beaucoup d'émotion, ils ont peur aujourd'hui. Ils ont peur parce que on parle de gamins qui faisaient le chouf pour surveiller la drogue, mais quand on tire à balles réelles dans les quartiers, vous imaginez, j'en parlais avec Françoise, aujourd'hui le samedi soir à Marseille, et notre ami de la police va dire, pour fêter leur gain, ils tirent au fusil mitrailleur, et on entend dans la ville, selon les quartiers, des tirs de fusil mitrailleur en l'air, parce que entre quartiers, ils communiquent parce qu'ils ont atteint la somme de la drogue qu'ils voulaient. Donc quoi faire? Oui, Gérald Darmanin a raison, parce qu'à un moment donné, il faut mettre du bleu dans les cités. Mais oui, il faut donner aussi les moyens à la justice de pouvoir mettre en place des vraies peines qui ne soient pas des peines de floriture. Moi, tout à l'heure, je me suis un peu emporté avec Françoise sur l'histoire des écolos et casser du flic. Je vois tous les jours la police agir à Marseille. J'étais l'autre jour à la Belle de Mai avec ma fille de 6 ans. Je m'étais planté, je marchais et j'arrive au pied d'une cité. Et là, il y avait une voiture de police et les mecs qui gardaient la cité, mais ils craignaient des gains, comme on dit. Ils craignaient personne, comme on dit à Marseille. Ils s'en foutaient que la voiture de police veuille entrer dans la cité. Et la police est partie en arrière. Comme l'a dit Christophe Madrol, est-ce qu'il ne faut pas seulement de la police, mais également une justice beaucoup plus dure? On vous attend au 0826 300 300. Bruno Bartocchetti, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, pointe, lui, les consommateurs, en disant celui qui fume son petit pétard le samedi soir, parce que pas de vente de drogue sans consommateur. Oui. Ça, c'est facile. Alors, il est clair que s'il y a beaucoup de consommation en France, et c'est le cas, c'est que notre société est malade. Et c'est pour cette raison que je reviens sur les propos qui ont été tenus. Tout ne sera pas réglé seulement avec le travail de la police, et qui fait un travail considérable. Vraiment, on est surchargé de travail, c'est très difficile. Je pense également que la justice n'a pas les moyens pour fonctionner, mais on va pas. Enfin, moi, je veux dire, le combat, on ne le gagnera jamais face aux stupes. Ce qu'il faut, c'est à un moment donné diminuer au mieux, faire tomber les réseaux. Donc il y a une volonté politique qui doit vraiment être appuyée là derrière. Donnons les moyens, bien sûr, à la justice de fonctionner, mais donnons les moyens aux enquêteurs de police de travailler. Si on veut faire tomber quelques points de deal, eh bien, on va en renaître aussitôt et ça ne changera rien. Donc, si on a vraiment une volonté politique en France de repousser tout ce qui est réseau de stupéfiants, on va donner les moyens à la douane, on va donner un moyen aux brigades financières. Et là, peut-être on aura des résultats, mais on n'en a pas la volonté forte. Voilà, je suis un peu dur dans mes propos, mais on n'a pas cette volonté forte, puisque si on met du bleu marine dans la rue, c'est très important qu'il y ait des flics dans la rue. Et notre mission prioritaire, après le travail des enquêteurs en matière de stupes, c'est de sécuriser les gens, c'est de les rassurer. Mais si on fait rentrer, puisque je pense que ça va être abordé, si on fait rentrer un quart de CRS dans une cité, on va régler le problème pendant 15 jours. Oui, voilà. En fait, c'est trop tard, c'est ça que vous voulez anticiper. Voilà. Bien sûr, Françoise Degois. Et vous mettez votre vie en danger en plus pour une opération sparadrap, aussi spectaculaire soit-elle. Elle a une efficacité, ça dure ce que durent les roses. Moi, j'ai une question à vous poser, parce que j'ai toujours vu, j'ai beaucoup travaillé aussi sur la mafia, mais à l'ancienne. Je parlais des frères Fargette, Francis le Belge, Zampa, etc. Est-ce que vous voyez
voyez-vous une mutation dans la mafia, et est-ce que vous voyez une substitution, par exemple, de groupes même ethniques? On a beaucoup parlé à un moment donné de la mafia de l'Europe de l'Est qui sévissait plutôt du côté de Nice. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez une sauvagerie plus grande encore? Moi, ça m'intéresse d'avoir votre point de vue sociologique là-dessus. Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas comparer aujourd'hui ce qui se passe à Marseille, même si on a de nombreux morts comme par le passé, il y a 30, 40 ou 50 ans. Oui. Vous aviez des guerres de territoire, mais non pas des codes d'honneur, mais enfin, voilà, on attaquait le parrain. Vous savez, il faut se remettre dans le contexte d'une époque où, de la French Connection, vous aviez... Et on a battu des juges aussi. on a battu des juges. Mais vous aviez 10 fonctionnaires de police au STUP à Marseille, c'est tout, il n'y en avait pas plus. Il fallait attaquer, bien sûr, les laboratoires, et c'est ce qui a été fait. Aujourd'hui, le réseau de STUP, il est conséquent. Et d'ailleurs, il n'y a pas que Marseille. Même si à Marseille, il y a des fusillades, vous allez dans n'importe quelle ville de France aujourd'hui, vous trouvez de la cocaïne à tous les coins de rue. Donc, ce n'était pas le cas il y a 40 ans. Mais il y avait des règlements de compte et c'était ciblé. Aujourd'hui, on peut tuer un gamin sur un point de deal juste pour marquer son territoire. Ça ne va pas plus loin. Voilà. Ça veut dire que c'est presque... Il y a une dérive sud-américaine, colombienne, une dérive de cartel ou pas? Je ne sais pas si je peux comparer avec ces endroits-là, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que d'abord, c'est très mobile, il n'y a plus de territoire, vous voyez, il n'y a pas une cité contre une autre, maintenant c'est très mobile, il y a des Uber Sheet, des Uber Coq, ça se déplace beaucoup, c'est très mobile, et malheureusement, je dis bien, on peut tirer, vous savez, dans la fusillade de Marseille ce week-end, vous avez un jeune, je crois, si je ne me trompe pas, qui n'était pas connu des services de police, il était indirectement lié au trafic de stupes parce que son frère était connu des services de police. Mais vous voyez ce que je veux dire, on tue parce que, non pas par plaisir, mais presque pour montrer sa force, sans forcément rentrer dans un règlement de compte comme on le voyait par le passé. Par le passé, bon, écoute, tu as pris 3 ans de prison, bon, quand tu vas ressortir, je pense que tu vas régler tes comptes. On n'en est pas là aujourd'hui. On veut vraiment marquer sa force comme ça en tuant. C'est pour ça que c'est difficile. C'est pour ça que c'est peut-être difficile à maîtriser. Philippe Bilger. Je voulais vous demander, si on résume, une augmentation de la violence, des gains évidemment incommensurables au quotidien. Est-ce que vous diriez que s'il y avait une sorte de parcours social plus approfondi, ça changerait la mentalité de ces jeunes? Ou est-ce que c'est irréversible, cette passion pour le trafic de drogue qui, évidemment, leur permet une vie facile et en même temps sans véritable réponse de l'État? La réponse de l'État, elle interviendra si elle regarde à long terme. Voilà. Parce que si on veut aujourd'hui régler sur du court terme, on ne réglera pas. Franchement, c'est très très compliqué. Bien sûr qu'il y a un travail social, il y a un tissu social à remettre en place, il n'y a pas que la justice, il n'y a pas que la police, mais bon, après vous n'allez pas faire rêver un gamin de 12 ans qui baigne là-dedans en lui disant tu auras du travail mon garçon, tout va bien se passer, lui il rêve et... Pas forcément, parce qu'ils sont parfois pris de force aussi dans le système, un peu comme la prostitution. C'est pas une volonté forcément de se prostituer pour certaines, c'est pas une volonté pour certaines de guetter, mais ils n'ont pas le choix pour certains. Et d'autres rêvent, et leur seul rêve, c'est certainement pas en rencontrant des éducateurs sociaux qui les auront. Les rêves pour eux, l'aboutissement, c'est de faire comme le grand frère et d'obtenir la plus belle voiture du quartier. Bruno Bartocciati, la drogue c'est une chose, mais les armes à feu aujourd'hui, parce que c'est une armée mexicaine en fait, c'est-à-dire que maintenant ce sont des armes de guerre et à profusion en fait. Et elles viennent d'où ces armes ? Voilà, la Kalachnikov, effectivement, circule beaucoup, vient des pays de l'Est, depuis 10-15 ans, peut-être un peu plus, mais enfin, depuis 10-15 ans, on en a vraiment un nombre très très important, je ne sais pas les chiffres en tête, mais ça a été multiplié peut-être par 3 ou 4 ou 5 la circulation de Kalachnikov, aujourd'hui en France. Ça coûte très peu cher, ça ne s'enraye pas, c'est une arme qu'on peut entretenir facilement. On tire, on balaye en tirant, et s'il y a des victimes collatérales, c'est pas bien grave. Donc, cette circulation de Kalachnikov est très très importante. Je crois qu'aujourd'hui, on doit aussi se donner le moyen de développer beaucoup plus de perquisitions administratives. Vous voyez, à Nice, suite à la vidéo qui a été diffusée, bien comme par hasard, on s'est donné les moyens, on a pu faire tomber quelques trafiquants et saisir des stupes et des armes à feu. Mais c'est là-dessus qu'il faut travailler. Il y a la police sur le terrain qui doit sécuriser, mais il ne faut surtout pas se tromper de sujet. Si on met 100, 200, 300 flics de plus à Marseille pour sécuriser les riverains, c'est une chose. Si on veut combattre la drogue, alors là, il faut donner d'autres moyens, notamment sur un travail administratif, en tout cas de perquisition administrative, et surtout moyen
judiciaire très très important. Les enquêteurs sont à bout de souffle. Aujourd'hui, je peux vous dire, ils sont à bout de souffle parce qu'ils n'arrivent pas à travailler sur la longueur d'un réseau à démanteler. Mais ça, il faut un réseau international pour démanteler ça, j'imagine. Aussi. Ça réagit au 0826 300 300. Hakim, notre auditeur du jour, est avec nous. Vous êtes à Villeneuve-sur-Lot, c'est beaucoup plus calme que Marseille, manifestement. Oui, c'est beaucoup plus calme, mais ça existe. Ce phénomène existe aussi, mais pas du tout dans les mêmes proportions. Mais il faut dire la vérité, le consommateur, s'il veut accéder à ces choses-là, il peut le faire assez facilement. Oui. Aujourd'hui, j'ai une question par rapport à ce que dit Hakim. Pardon, vous avez fini? Non, mais justement un autre policier, parce que apparemment Bruno Bartuccetti, pardonnez-moi. Apparemment, d'après ce que dit Hakim, qui dit finalement à Villeneuve-sur-Lot, on aperçoit ça. Est-ce que c'est en train de gagner les zones rurales, semi-rurales, ou la province de petites et moyennes villes? Moi, c'est ce qu'on me dit, mais je ne sais pas si c'est vrai. Moi, je peux vous dire que oui. Ah, c'est intéressant. Dans quelle proportion? Comme je disais, un consommateur qui en cherche, même ici dans le monde rural, même à la campagne, il trouve. Il trouvera très facilement. D'abord, il y a des boucles Telegram, il y a des boucles WhatsApp. Bruno, moi j'entends ce que vous dites, c'est Christophe Madrol qui parle. On sait les choses maintenant, on sait quels sont les pays qui amènent la drogue sur le continent européen. Alors, c'est lesquels? On sait aujourd'hui les stratégies gouvernementales qui sont faites par certains, et j'ai dû aborder cette question avec certains de nos amis marocains, par exemple, ou certains amis de d'autres pays, où la drogue circule et amène, parce que c'est une économie parfaite. Et la question sociale, Françoise l'a rapporté, pour bien connaître les rosiers ou la marine bleue des quartiers de Marseille, le centre social a fermé, tout le service de poste a fermé, le pôle emploi a fermé, au fur et à mesure, tous les services de proximité ont disparu. Et je vous parle pas de la question des transports en commun. Et quand vous voyez... Zones de non-droit, en fait. C'est des zones de non-droit. Donc, les stratégies, immédiatement, vous avez raison, le bleu ne suffit pas. Vous avez raison qu'il faut donner les moyens à la justice. Mais c'est toute la question de la politique de la ville qu'on doit aborder. Moi, j'entends Emmanuel Macron qui me parle de Marseille en grand. Très bien, on aura enfin des écoles. Parce qu'il faut imaginer qu'à Marseille, dans ces quartiers-là, les écoles, il y a des rats. Il n'y a pas de fenêtre aux fenêtres, il n'y a pas de fenêtre dans les fermes. C'est des maisons, c'est des classes surchauffées, etc., etc. C'est pas des favelas. Mais on est quand même, Marseille, c'est une ville qui est en manque d'énormément de choses. Merci et pourtant, beaucoup. Elles ont été bien, ces écoles, au départ. Oui, absolument. Merci beaucoup, Bruno Bartuccetti, d'avoir été avec nous, secrétaire national d'unité LGP Force ouvrière pour la région sud. Vous restez avec nous et ça continue de sonner au 0826 300 300 pour réagir sur ce qu'on a dit depuis 17h avec nos vraies voix. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Merci en tout cas de nous écouter tous les jours. On est ravis de vous accueillir dans cette belle maison des vraies voix sur Sud Radio avec Philippe Bilger, avec Françoise Degois, avec Christophe Madrol ce soir. Et on est content de les accueillir. On est content de les accueillir. Même Françoise Degois. Ils sont intéressants quand même. Ils disent des choses intéressantes. Elle est affable. On a appris qu'elle n'était pas du tout clivante. Ça, c'est vraiment une grande journée. Écoute, vas-y, continue comme ça, tu vas voir. L'émission n'est pas encore finie. Tu sais que je trouve que j'ai été un peu trop bienveillante te concernant. Il reste encore 8 minutes. Fais bien gaffe à toi. Et je ne sais pas ce qui vous arrive, Françoise, mais je ne sais pas ce que vous avez avec lui depuis tout à l'heure. Vous êtes plutôt sympathique. Oui. Il va pas. Je sais pas. Écoutez. On va faire un contrôle antidopage. C'est mon nouveau moi. C'est peut-être la contredit pas. J'ai décidé de m'étonner moi-même. J'aimerais bien que vous en fassiez autant. Comme ça, au moins, vous arriveriez à m'étonner un peu. Il y en a un qui nous étonne, c'est Hakim qui est avec nous au 0826 300 300. Hakim, vous vouliez réagir sur notre premier sujet, je crois. Et oui, bien sûr. Parce que c'est vous n'aviez pas pu réagir, c'est pour ça. Un peu votre domaine. Oui, alors sur le premier sujet de l'enseignement. On rappelle, c'était les 1500 postes qui vont être supprimés par le ministre de l'Éducation nationale. Oui, non, bien sûr, évidemment que je suis contre, parce qu'il faut justement profiter de la baisse des effectifs pour au moins stabiliser les équipes. Et puis surtout, moi je pense surtout aux jeunes, en fait, aux étudiants, qui se posent la question de savoir s'ils veulent se diriger vers les métiers de l'enseignement ou pas. Alors on sait que c'est très difficile le recrutement, et là on envoie un message comme ça national, on explique qu'on va supprimer des postes d'enseignants
Sachant que déjà le concours est difficile, il est exigeant, et ce qui est normal. Moi, je l'ai pas eu la première fois que je l'ai passé, je l'ai raté. Je l'ai eu la deuxième fois. J'ai été heureux d'ailleurs. C'était la grande fierté de ma vie. Et je suis très inquiet pour eux. Et il faut, je pense, plutôt envoyer des signes positifs à l'endroit de tous ces jeunes étudiants qui ont envie d'embrasser ce métier, ce beau métier. On ne cessera de le répéter, qui est difficile, mais tous les métiers sont difficiles. Il n'y a pas de métier facile. Oui. Pardon de vous couper, Hakim. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir beaucoup trop d'élèves par rapport à vos cours, ou vous êtes plutôt bien lotis? Alors moi, je suis professeur de langue. Si vous voulez, en lycée professionnel, ce qui est bien, c'est qu'on a beaucoup de demi-groupes. Oui. Mais j'ai une classe de troisième collège, et ils sont 24, et là, c'est du sport. Et là, c'est plus du tout la même chose. Vous imaginez des classes de 34 ou 37, Philippe Bilger? Oui, il y a beaucoup de... Oui, mais c'est pas le même cours. C'est pas le même cours. On est plus stressé. Les élèves sont plus agités. C'est plus difficile. Quand vous avez des effectifs plus bas, eh ben c'est mieux pour tout le monde. Et surtout, quelles sont les économies qu'on va réaliser quand on fait ça? On va supprimer 1500, 2000 postes. C'est des économies de pacotille, en fait. C'est des économies de bout de chandelle. Hakim, petite question de Philippe Bilger. J'aime énormément le propos d'Hakim, parce qu'il y a quelques métiers magnifiques, de mon point de vue, où parfois on a l'impression que les professionnels qui les exercent mettent tellement en avant les difficultés qu'ils en oublient la grandeur du métier qu'ils font. Oui, tout à fait. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Hakim sur la grandeur et la beauté de ce métier de professeur. Il ne faudrait pas l'oublier, parce qu'il vit mal. Et bravo. Vous voulez une bonne note en anglais, vous, Philippe Bilger? Non, c'est impossible. Mais j'ai été presque sauvé à un concours grâce à l'anglais, ce qui ferait rire beaucoup. Après. Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir envie d'arrêter, Hakim? Non. Moi, c'est ma 21e année. J'aime toujours autant enseigner. C'est génial. Je suis vraiment très très heureux d'enseigner. Des fois, c'est difficile. Parfois, on a des classes un peu difficiles ou des élèves. Mais comment dire? Vous savez, il faut aussi que une matière, quand on l'enseigne, plus que si vous voulez la matière elle-même, il faut la vivre et donner le goût. Et vous savez, quand vous avez des élèves parfois qui vous disent maintenant, moi dans mon cas moi j'aime l'anglais maintenant, ça vous fait chaud au cœur. Des fois vous revoyez des élèves des années après et ils vous disent j'ai aimé l'anglais grâce à vous. On le garde à cet Hakim. Hakim, je peux vous poser une question en anglais, Hakim. On adorerait vos élèves. Je vous pose une question en anglais. Comprendre. You can ask me any question. What do you want to know? Among the true voices, who is the best? No. I don't want to make any people among you. I don't want. La question parmi les vraies voix, qui est le meilleur? On a bien compris. Non, mais tu sais, en plus, les auditeurs parlent pas anglais. Hakim, en plus, il a un art consommé de nous prendre pour des andouilles, ce Philippe David. C'est fou. Parce que je vous connais bien. Non. En tout cas, Hakim, merci mille fois d'avoir été notre vraie voix du jour. C'était un vrai bonheur de vous parler, de vous rencontrer, de vous laisser la parole. Vous restez avec nous dans quelques instants. On va vous parler emploi avec Jérôme Laverny. On va essayer de trouver du travail avec deux jeunes filles, parce que là, c'est la période des jobs d'été, vous savez. Vous ne pouvez pas trouver du travail à Philippe David? Non, mais juste pour donner un peu la paix jusqu'en juillet. En clair, ça serait bien qu'ils se mettent à travailler un jour. C'est ça que je voulais dire. Allez, merci Philippe Bilger, et merci Françoise Degois, merci Christophe Madrol pour rester avec nous. On reste ensemble jusqu'à 20h avec Philippe David. Joie, bonne humeur. Oh, vous l'avez dit.